Bonjour, alors je fais ma présentation en français. Je suis bien sûr admiratif de tous ceux qui passent de l'anglais au français en permanence. Et je vous remercie de votre compréhension. Donc le thème de cette partie, c'est de passer du rendement à l'assurance. Donc je vais parler d'un point en particulier, mais alors on peut se demander, et on l'a vu à plusieurs reprises, je vais reprendre quelques éléments qui montrent le besoin d'assurer pour apaiser la transition. On l'a vu sous quelques aspects, je vais le reformuler sous d'autres, mais surtout un problème prégnant, c'est la donnée et plus encore pour ce sujet que bien d'autres en actuariat. Donc je vais donner 2 illustrations, j'adapterai en fonction du temps, j'aurai un œil sur Marc. La cartographie des capitaux assurés en vigne, je sais que vous êtes sensible à ce sujet, et puis aussi une création de bases de données de fermes type. Alors pourquoi? Et pourquoi c'est intéressant? Donc en fait, on se dit, bah, on part du rendement, une fois qu'on a le rendement, c'est simple, on traite l'assurance. En fait, si on veut imaginer le rendement de demain, on est obligé de prendre en compte ce qui impacte le rendement, regarder ce qui change et regarder le rendement pour demain. Or, quand on creuse et on gratte, voilà la complexité du sujet, un rendement, bien sûr, on pense à la météo et puis à la variété, mais en fait, c'est plus complexe. Il y a le phénomène du climat, qui n'est pas la même notion que la météo, hein, on le rappelle. Et puis, si on s'adapte au changement climatique et à la transition, on change de pratique. Donc, dans quelle mesure ça va impacter dans un contexte aussi de changement climatique, aujourd'hui, dans un contexte stable, ben, on s'intéresse pas trop aux rotations. Pourquoi? Parce qu'elles sont comme avant. On s'intéresse pas trop au paysage parce qu'il bouge pas si vite que ça. Mais quand on s'intéresse au paysage, le sujet est complexe, hein. Quelles sont les informations à retenir sur un paysage? Est-ce qu'on va à quelques mètres, centaines de mètres ou quelques kilomètres? Qu'est-ce qu'un paysage? Et puis des fois, on confond, on intègre la biodiversité dans la notion de paysage et parfois, l'impact est tel qu'il faut bien séparer les 2, bien étudier chacun, et pareil pour la gestion de l'eau et les ravageurs. Donc qu'est-ce qui va affecter le rendement? Ça touche une hétérogénéité de sciences, de savoir, et on va le voir sur l'impact sur les données. Puis on se dit, bah, une fois que j'ai le rendement, je suis satisfait, je peux faire mes calculs actuariels. Et ben non, parce qu'un rendement, c'est plus complexe qu'une quantité. Bien sûr, c'est une quantité, mais il faut réfléchir aussi à la manière de la mesurer. Est-ce que la mesure du rendement est coûteuse? Et puis est-ce qu'elle est manipulable? Et voilà, l'assureur va être très attentif au fait que cette mesure soit manipulable ou pas. Et puis aussi, je veux assurer mon rendement de l'année, mais est-ce qu'en assurant ou en minimisant les pertes de l'année, je crée pas une rente de perte sur les années futures? Par exemple, pour protéger ma récolte, j'abîme mon sol et mon sol détérioré crée des pertes futures. Euh, les vignerons sont sensibles à la qualité. Pourquoi? Parce que c'est pas que la quantité qui les intéresse, et parfois même c'est une donnée secondaire au regard de la qualité. Pourquoi? Parce qu'elle va impacter un autre facteur, la valeur et la préoccupation sociétale, hein, qui est la santé de la population. Donc on se dit qu'il faut assurer demain. Mais en fait, vu le caractère un peu disruptif de ces deux changements concomitants, en fait, il faut assurer l'ignorance. En fait, il faut accepter l'idée que nous sommes ignorants plus qu'avant de ce que sera demain. Et on l'a exprimé à travers un modèle. Là, dans mes préparations, je l'ai exprimé autrement, mais il y a une phase de réaction face à ce changement. On pourrait dire, il y a l'inquiet. Alors, il étudie tout, mais il va se rendre compte que il y a des informations qu'il n'a pas ou des informations qui paraissent contradictoires. Par exemple, j'ai travaillé sur l'arrêt de néonicotinoïdes sur betterave. Une conclusion d'une étude agronomique, c'est que les plants de campagne réduisent les pucerons. Et en partant de cette même hypothèse, je suis arrivé à la conclusion que économiquement, c'est pas rentable. Sans se contredire, des informations pourraient paraître pour l'agriculteur contradictoires, et ça génère une inquiétude supplémentaire qui rend difficile le choix rationnel des agriculteurs et donc le besoin de couvrir cette phase de transition. Et puis il y a l'ignorant. L'ignorant va se conforter dans des dogmes, hein. C'est une réaction normale pour l'ignorant. Alors, et du coup, pour lui, l'important, c'est de ne pas changer.
c'est pas qu'il veut pas travailler, hein. Des fois, l'absence de changement nécessite plus de travail, hein. C'est pas de la fainéantise. C'est juste que, bah, l'inquiétude ou la manière de changer l'inquiète, et lui aussi aura besoin d'être rassuré, parce que dans un contexte social où la moitié des agriculteurs partent dans les 10 ans, je caricature bien entendu, et ben il faut quand même préserver les agriculteurs qui y sont, qu'ils soient inquiets ou ignorants. Donc en fait, ça se voit plus dans cette mise en forme, mais j'ai écrit donc réassurer. Non, j'ai pas écrit justement réassurer l'assureur. Ça, on sait faire. Hein, les actuaires, bah, ils font de l'assurance et de la réassurance, mais ici, il s'agit de rassurer l'assureur. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il envisage l'assurance de cette transition, et ça nécessite des calculs qui sont quelque peu différents. Le monde agricole a besoin. Et plus que dans d'autres sujets actuariels, la difficulté de la donnée est prégnante. Vous l'avez, enfin, quand on réfléchit, hein, déjà rien qu'à la structure des données, il y a des données spatio-temporelles, bon ça on a l'habitude. Par contre, quand on regarde les données agricoles, c'est intense. L'espace, est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est le paysage? Est-ce que c'est la parcelle, l'intraparcelle? Quand vous regardez les études agricoles, vous avez toutes sortes d'échelles qui apparaissent dans les études en fonction de l'objet de l'étude. Pareil pour la temporalité, si vous traitez la grêle et que vous avez des données à 1 heure, la grêle est passée entre les deux, vous l'avez perdue. Hein. Donc la donnée ne sert à rien. Donc autrement dit, l'échelle temporelle, vous avez de tout en agriculture. Et donc la grêle, c'est la minute. Par exemple, pour les phases phénologiques, comment dire, on parle du Growing Degree Day pour beaucoup de cultures, mais en vigne, on est plutôt sur le Growing Degree Hour. Donc, autrement dit, les températures pour croître et qui sont nécessairement à l'heure pour être vraiment pertinents en vigne. Donc, et puis, quand on regarde les risques sur le rendement, bah, si vous prenez une année, c'est qu'un seul scénario climatique. Autrement dit, vous avez qu'un point. Bon, vous n'allez pas imaginer faire une assurance en n'ayant qu'un point, bien entendu. Et donc après, vous avez des données qui sont spatio-temporelles, et puis le coût d'acquisition de ces données que nous utilisons en assurance dans le champ agricole sur les risques de rendement, eh ben, c'est des enquêtes, des data d'expérimentation. Donc vous voyez que plus encore sur le sujet du changement climatique qui nécessite un approfondissement de tous ces sujets, en fait, on se retrouve avec une difficulté de données plus prégnante que dans tous les autres sujets actuariels, vie, non-vie, que j'ai pu traiter. Et donc, on retrouve cette même difficulté dans l'hétérogénéité des champs scientifiques. Il y a des experts de plein de sciences aujourd'hui. Donc, bravo Marc, Luc, d'avoir réuni des sciences différentes. C'est un plaisir, mais en même temps, ça ajoute une complexité incroyable. Nous avons des experts du climat, des experts en prix ou en gestion des prix. Nous avons des experts qui connaissent l'épidémiologie, l'agronomie. Donc, et tout ça, pour l'assureur, attention, il faut non seulement connaître le détail pour voir les impacts, mais ensuite il a besoin d'une vision agrégée aux fermes France. Donc c'est le grand écart, à la fois dans les structures de données et puis dans les objectifs qui sont bien plus importants que dans d'autres sciences. Et donc, quelle approche utiliser? Eh ben, l'approche classique, data-driven, hein, autrement dit, vous avez des données et puis vous travaillez. Et par exemple, voilà, la belle présentation de François, c'était ce registre de méthodes. Ensuite, vous avez des approches, vous avez un modèle et puis vous réfléchissez, enfin, vous le faites tourner, vous le simulez, et puis ça vous donne une meilleure compréhension des impacts. Voilà, c'est par exemple la belle présentation de Cécile hier, où on avait un domaine très intéressant, c'est-à-dire que face au manque de connaissances, à l'ignorance, il y a un temps d'apprentissage. Qu'est-ce que je décide et est-ce que l'assurance aide vraiment? Donc, deux approches. Alors aujourd'hui, vous avez vu, les deux présentations précédentes ont mêlé ces deux approches. Et finalement, c'est intéressant d'aller encore plus loin. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter sur différents sujets, sur la betterave avec les zéro insecticides avec Pablo, ou encore sur les stades phénologiques en vin. Et donc, premier exemple pour vous donner un peu l'intérêt ou la dimension, c'est comment du coup avoir une cartographie des capitaux assurés. Parce que si vous connaissez le risque en chaque point sur la vigne, quel agrégat vous faites? Si vous agrégez de la même manière
un vin du Languedoc, un vin du Bordeaux et un vin du Champagne, ils n'ont pas du tout la même valeur. Donc vous créez, simplement en faisant l'agrégation Ferme France pour l'assureur, vous créez une erreur. Vous aurez beau être magnifiquement précis à chaque endroit, vous créez une énorme erreur parce que vous n'avez pas les bons pondérations. Et pourquoi c'est intéressant? C'est que pourquoi une telle hétérogénéité? Les AOC, les AOP créent des limites de rendement et puis leur réputation font le prix et des prix significativement différents. Et puis les stats nationales, elles sont à la valeur du vin et pas à la valeur de la récolte. Hier, on a vu la valeur du vin, enfin l'importance de la fermentation et la valeur de l'élevage du vin, c'est une bonne partie de la valeur, c'est pas la récolte en soi uniquement. Et donc séparer les deux, pourquoi? Parce que l'assureur, il assure la récolte, il assure pas le climat, n'impacte pas trop la vinification et l'élevage du vin. Donc on voit donc que les statistiques que nous avons, elles sont agrégées, elles sont confidentialisées, elles sont en écart d'objet. Alors, comment faire? Alors, dans l'exemple que j'ai pris des données agrégées du CVI, mais deux bases, la base par appellation, la base par commune. Et donc, dans ma matrice, je ne sais pas quelle appellation a été faite dans quelle commune. J'ai que les marginales de ma matrice. Et ensuite, j'ai pris l'INAO. L'INAO me dit à tel endroit, telle appellation a droit d'être produite, à tel endroit. Voilà. Donc d'une matrice qui fait 9 millions de points, j'arrive à en extraire globalement 127 000 points possibles que l'INAO autorise, autrement dit, où je pourrais avoir des surfaces. Après, ça m'en fait pas la valeur, mais j'arrive à trouver des données qui sont les valeurs, les prix autorisés dans le cahier des charges pour l'assurance agricole. Donc, c'est pas la vraie valeur, mais c'est la valeur à laquelle on autorise l'assurance. Donc, si mon objet est assurance, au moins c'est conforme en termes d'objet. Donc, j'ai une homogénéité d'objet, et avec ces trois bases-là, je construis un modèle pour construire la donnée. Donc, à l'issue, je construis un modèle, mais il n'est pas drivé par les données. On peut pas dire que l'objet ce soit voir les impacts d'un modèle comme un schéma, un modèle économique. Ici, je fais un modèle d'optimisation qui va chercher à placer les surfaces de telle sorte à ce que la somme des surfaces au sein de la commune soit égale à la surface de la commune, la somme des surfaces au sein de l'appellation soit égale à la somme de l'appellation. Donc je mets des facteurs de pondération pour que l'importance soit donnée dans notre résultat à l'AOP, bien entendu, ensuite l'IGP et les vins sans IGP, tout simplement pour une question de valeur. Si je veux faire une moindre erreur en termes de valeur, je dois prioriser dans mon algorithme les vins qui ont de la valeur, tout simplement. Et du coup, j'arrive à un résultat qui est relativement stable en termes de convergence au niveau de la région agricole, donc au même niveau des cartes que vous avez vues là. C'est là globalement le bon compromis pour les agrégats au niveau de l'assurance entre le trop petit et le trop grand. En termes de tarifs assurantiels, c'est globalement un bon compromis à ce stade de l'évolution des connaissances. Et donc, quand je fais tourner plusieurs fois mon modèle d'optimisation, hein, qui a une part aléatoire, j'arrive à des simulations similaires. Et quand je compare des agrégats où j'ai l'information en termes de surface par classe de vin, j'arrive à un taux de Kendall à 90%, presque 90%. Donc, c'est à peu près satisfaisant. Donc ça me donne du coup une valeur assurable de presque 7,5 ou 7,6 milliards de dollars en termes de valeur de récolte. Quand vous regardez la comptabilité, la Cour des comptes fait la comptabilité annuelle de l'agriculture, on est entre 11 et 13 milliards pour le vin. Mais c'est le vin, c'est pas la récolte, hein, attention. Donc c'est normal, je m'attendais à avoir un gros écart. Voilà. Et après les proportions, l'AOP 70%, les eaux de vie 13% et les JGP 16%. Donc j'arrive ici avec une base qui me permettra d'agréger les risques pour transformer un modèle de risque à l'échelle locale en un modèle de risque pour l'assurance et la réassurance.
Donc, la modélisation nous permet de travailler sur la donnée elle-même et construire des données. Un deuxième exemple, je vais aller plus vite, hein, mon objectif était de construire des fermes types. Alors pourquoi des fermes types? C'est que quand vous créez quelque chose, un modèle, et que vous voulez le partager avec des agriculteurs, ils vous disent « oui, mais chez moi, ça donne quoi ?» Surtout si vous faites un modèle sur plusieurs cultures. « Oui, mais chez moi, ça fait quoi ?» Et quand vous lui dites bah, « chez moi, je suis prêt à vous faire le calcul », « oui, mais il y a trop d'informations à renseigner. » Donc il faut trouver un compromis entre le fait que donner un exemple, construire un exemple qui parle à l'agriculteur, et là où l'agriculteur doit reconnaître sa ferme, ou au moins la communauté dans laquelle il vit. Et donc l'idée, c'était de construire des fermes types où, quand vous suffit de renseigner la commune, vous avez des fermes types qui correspondent à la communauté dans laquelle il vit, et donc il retrouve ses repères et se sente donc concerné par le résultat, et qu'il soit prêt à l'accepter parce que la réflexion « oui, mais chez moi c'est différent », elle se retrouve de moindre importance. Et donc, c'est quand vous travaillez du coup et vous proposez une solution, si vous n'avez pas un outil qui vous permette de diffuser l'information, mais celle-ci n'existe pas. Alors vous avez bien les fermes du RICA, mais comment dire, elles sont pas dans l'aspect secrétisé, hein, elles sont pas géolocalisées. Donc vous pouvez dire j'habite à telle commune, oui, mais vous aurez une ferme type de la région administrative. Vous les avez aux fermes à l'ancienne région administrative, vous en avez 23. Mais donc l'idée, c'était là encore de construire des fermes types et donc replacer ces fermes du RICA, repasser leur pondération dans les communes pour pouvoir retrouver des agrégats au niveau région agricole, donc plus petit, et pouvoir du coup avoir des choses plus précises. Donc j'ai comparé ces données du RICA anonymisé avec les données du RPG, très précises sur le plan local, au terme géographique, trop précises pour nous, parce que nous on voulait travailler d'abord à la commune et ensuite à la région agricole, et par contre, pas forcément très précis sur le détail des cultures. On sait juste l'espèce. Et la MSA qui me dit bah, j'ai tant d'exploitation dans telle commune, mais me donne juste la notion de SAU, me donne quelques informations cohérentes. Elle me donne la taille de l'exploitation, mais la taille de l'exploitation, je l'ai aussi dans le RICA. Donc ça me permet du coup de construire un modèle qui viendra du coup, je vais aller directement au modèle, un modèle qui va m'essayer de replacer tous mes coefficients de pondération de chaque ferme du RICA au sein des différentes communes. Ce replacement, donc je minimise du coup cette double somme, hein, donc mes coefficients qui vont être placés en comparaison avec les données de la MSA et les données du RPG. Donc je vais sommer les surfaces par commune, comparer, et je vais essayer de minimiser à la fois les surfaces et faire des classes par taille d'exploitation. Donc un modèle qui va prendre en compte des éléments du RICA que je retrouve dans dans les données de la MSA. Donc en fait, 3 données qui sont pas fusionnables. Hein. Je n'ai aucune clé de fusion. Et c'est le modèle de maximisation de ces replacements qui va me donner finalement une fusion de mes données. Voilà, l'idée c'est de proposer des méthodes qui permettent de fusionner des modèles, enfin des data qui sont ouvertes, sont libres, mais qu'on ne peut pas mettre ensemble sans un travail supplémentaire. Et demain, on se retrouve avec un problème de données, et donc je suis convaincu qu'il nous faut dès à présent réfléchir à un moyen moins coûteux d'avoir et de capitaliser des données. En fait, on est prompt à faire des expérimentations, et c'est un excellent outil, sauf que c'est un excellent outil qui nécessite du temps et de l'argent. Donc aujourd'hui, voilà, même faire passer un drone et un satellite, voilà, on a des images. Mais ce qui se passe, c'est que souvent faire passer un drone nécessite beaucoup du temps, de l'argent, une étude spécifique. Les satellites, ben, en fait, la distance fait que le degré d'information est moindre. Par contre, les IoT, ils sont généralement confidentiels. Les données sont pas partagées. Donc il y a des vraies difficultés. Mais comment dire, aujourd'hui, on arrive à avoir des lectures de
simples caméras de surveillance. Donc les IoT pourraient être simplement des caméras à 30 € qu'on fait tourner sur des modèles de reconnaissance. Alors ces modèles donnent des données fausses, parce que ce sont des modèles qui donnent l'interprétation. Mais pour autant, entre l'absence de données et des données fausses plus coûteuses, il y a un choix à faire, et qui est relatif à l'urgence d'acquisition de données. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études sur la littérature commence vraiment à prendre en cœur le sujet. On retrouve des articles sur la lecture de photos, la lecture de détection de maladies. Donc ça, on pourrait du coup, en systématisant, on pourrait obtenir des données pas très chères. Donc des projets en libre, YOLO est libre hein, comme outil. Donc enfin, nous chercheurs, nous pouvons utiliser ces outils dès lors qu'on a une vidéo sur une parcelle, quoi. Donc avec de simples outils et quand l'agriculteur passe lui-même sans ajouter un coût supplémentaire, par exemple en mettant une caméra sur le tapis à l'arrière d'une betteraveuse, enfin d'un appareil de récolte, voilà, c'est ça. On peut faire tourner ce genre de modèle, les faire apprendre. Donc avec des travaux qui sont de taille modérée, on pourrait acquérir rapidement beaucoup plus de données qu'on imagine. C'est juste pour vous faire percevoir le potentiel. Hein. Je dis pas ce qu'il faut faire, hein. Je dis simplement qu'il y a un potentiel qui est pour moi sous-estimé à ce jour. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut opposer les méthodes modèles guidés par les data ou modèles qui guident finalement les résultats. En fait, il faudra avoir des approches beaucoup plus mixtes vu la complexité du sujet. Alors, le colza et le modèle 20 en sont des exemples, mais on peut aller même beaucoup plus loin dans ces approches, compte tenu de la complexité. L'idée, c'est vraiment de rassurer l'assureur. Pourquoi? Parce que ça peut être un élément clé qui permet ou qui apaise la transition et le besoin d'apaiser le monde agricole, je pense qu'il est prégnant. Donc, l'assurance pourrait aider, mais il y a besoin de modélisation